l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. On n'est pas forcément en rémission, mais on peut vivre des années et des années comme ça, avec une qualité de vie correcte, mais à condition que le corps, on lui donne tout ce dont il a besoin. Pour moi, il faut retrouver confiance en ses capacités, en les capacités de son corps, et l'écouter. C'est un job à temps complet en tout cas dans ce contexte-là, avec cette pathologie-là, mais c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminer avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. L'écho des papillons sort désormais un épisode par mois pour suivre un rythme plus doux et durable. Et si, face à la maladie, on choisissait de ne plus subir ? Et si l'on décidait de reprendre pleinement sa place dans le processus de soins, même quand tout semble nous échapper, même quand la peur voudrait tout paralyser. Reprendre les rênes de sa santé, n'est-ce pas aussi une façon de reprendre pied dans l'incertitude, de transformer l'angoisse en mouvement et de redonner du sens à ce qui paraît soudain hors de contrôle ? Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de rencontrer Laurie, une femme engagée, déterminée et portée par une énergie calme mais puissante. Nous nous connaissions jusqu'ici à distance puisque nous faisons toutes les 2 partie de la même association de défense de l'oncologie intégrative. Habituellement, Laurie vit à Lille. Mais ce jour-là, nous nous sommes retrouvés à Aix-en-Provence à la veille du colloque Un autre regard sur le cancer organisé par le docteur Jean-Loup Mouisset et le centre ressources d'Aix-en-Provence auquel nous avons toutes les 2 assisté aux côtés d'autres adhérents. Pour en savoir plus sur les centres ressources en France et sur l'oncologie intégrative, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 du podcast. Mais revenons à mon invité. En 2018, Laurie a 38 ans lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein hormonodépendant. Elle fera une rechute métastatique en 2021. Comme Florence dans l'épisode 5, elle a choisi dès l'annonce de cette récidive d'adopter une démarche intégrative pour accompagner ses traitements. Elle transforme alors son hygiène de vie dans sa globalité. Alimentation anti-inflammatoire, jeûne intermittent, activité physique régulière. Elle se forme aussi au Biolin Qigong, une pratique chinoise de marche respirée qu'elle intègre à son quotidien et qu'elle transmet aujourd'hui à d'autres malades. À cela s'ajoute un peu de méditation, des lectures nourrissantes, un travail thérapeutique individuel et en groupe. Laurie n'a rien laissé de côté. Entre décisions éclairées, routine ajustée à ses besoins, recherche personnelle et engagement actif pour un parcours de soins global, Laurie incarne une nouvelle façon de faire face à la maladie. Informée, déterminée et résolument actrice de sa santé. Je vous souhaite une très belle écoute de cet échange, riche en pistes concrètes et en souffle d'espoir. Bon voyage sonore. Bonjour Laurie, donc je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter et puis nous raconter un peu dans les grandes lignes quel a été ton parcours depuis la découverte de ton cancer. Merci Uriel. Alors, concernant la découverte, mon parcours au niveau de la maladie, j'ai été traitée pour un cancer du sein localisé en 2018, avec un parcours, on va dire,
traditionnelle, comme l'ont beaucoup de femmes, c'est-à-dire avec une chirurgie, 6 mois de chimiothérapie et de la radiothérapie. Et pour finir, on a instauré une hormonothérapie qui était censée durer 5 voire 10 ans. Ça, c'était un cancer du sein donc initial. J'ai été du coup, après ces traitements, en rémission. L'année 2019 et l'année 2020. Et en fait, en 2021, on a découvert que j'avais fait une rechute, ce qu'on appelle une rechute à distance. Donc, plus dans le sein, mais sous forme de métastase. Donc ça avait évolué ? Ça avait évolué. En fait, on ne l'a pas vu puisque les mammographies étaient complètement nickel. Parce que je n'ai pas rechuté dans le sein. On est passé à côté. Parce que normalement, dans ton cas, on ne fait qu'une mammographie, on ne fait pas forcément un scanner de contrôle. C'est les standards, c'est les protocoles nationaux. A priori, peu importe l'âge et le cas. Voilà, après un cancer du sein localisé, la surveillance se fait sous forme de mammographie, mais peut-être faudrait-il s'interroger sur le bien fondé de pourquoi pas de temps en temps de faire une imagerie de type scanner ou TEP scan selon l'agressivité du cancer initial, puisqu'on est passé effectivement à côté. Et c'est les douleurs qui ont fait qu'on s'en est rendu compte, puisque de mois en mois, j'avais de fortes douleurs au dos. Et donc quand on a enfin fait une imagerie et on a découvert l'existence de métastases aux os et au foie. Et d'accord. Ça, c'était en février 2021. D'accord, donc j'imagine que ça a été un choc, tu t'y attendais pas ? Non, pour moi, d'ailleurs c'était un petit peu le discours de professionnels de santé. Ils me disaient, Laurie, tu es guérie, ne t'en fais pas, Puis à l'hormonothérapie, etc. Donc j'avais pas et puis en plus avec des mammographies nickel, il y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter. Donc effectivement, c'était un petit peu un peu la catastrophe, quoi. Oui, d'autant plus que c'était du coup étendu. Mais oui, et puis les atteintes osseuses étaient quand même assez importantes, nombreuses, avec un risque de fracture, etc. Donc c'était quand même, j'avais 41 ans à l'époque. Voilà, c'était le choc. Voilà, vraiment le choc. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? J'ai eu peur, forcément. C'est la réaction normale, j'ai eu très peur. Mais très rapidement, vraiment très rapidement, chez moi, je me suis dit, ok, bon, j'ai cette nouvelle, je l'entends, mais il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Et pour ainsi dire, la première chose que j'ai faite, c'était d'adhérer à l'association Espoir Métabolique et de me renseigner sur ce qu'est cette approche, sur ce qu'est la cancérologie intégrative. C'est pas évident au début de comprendre comment ça fonctionne, de mettre le nez dedans. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai pas mal étudié le sujet et j'ai mis en pratique très très vite. Oui, mais alors cette association Espoir Métabolique, dont on fait toutes les deux parties, tu la connaissais ? Tu avais découvert l'existence de cette association juste avant, c'est ça ? Oui, plusieurs mois avant, notamment sur YouTube, sur une chaîne. Donc je savais que cette association existait. Je l'avais bien dans un coin de la tête. Et quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, c'est vers eux que je souhaite me diriger. Je trouvais que leur approche était intéressante, d'après ce que j'avais pu comprendre. Et puis, j'ai voulu tout de suite appliquer ces réformes d'hygiène de vie, entre autres. Toi, tu étais décidée à opter pour cette approche intégrative, mais ton oncologue, lui ou elle, qu'est-ce qu'il te proposait comme protocole ? Alors tout d'abord, ce qu'on a fait, j'ai eu très vite de la radiothérapie pour atténuer les douleurs.
Dans ce cas-là, la thérapie vient pas guérir la maladie ou faire disparaître les lésions. Du moins, c'était pas l'objectif recherché. L'objectif recherché, c'était de calmer les douleurs et de consolider, un peu comme de figer l'os pour éviter une fracture du rachis qui est potentiellement très grave. Donc ça, c'était vraiment le traitement d'urgence. Et juste après, on a mis en place une thérapie ciblée de nouvelle génération. Donc maintenant, les femmes qui sont atteintes de cancer du sein métastatique ont quasi systématiquement en première ligne. C'est des inhibiteurs de CDK4/6, donc c'est des traitements assez innovants. Couplé à une hormonothérapie et à une ménopause artificielle pour réduire les hormones de type œstrogène. Donc quand même un gros traitement. Ouais. Donc on est bien d'accord que toi tu avais choisi de poursuivre de toute façon, d'appliquer le protocole de ton oncologue, mais tu t'es dit que ce serait peut-être pas suffisant, qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire, et c'est pour ça que tu es allé voir du côté de l'association. Oui, tout à fait. Disons que ce que j'ai fait, peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas le faire, mais c'est que j'ai été voir un petit peu les statistiques sur ce traitement-là, en gros les statistiques de survie. Et quand j'ai vu les statistiques de survie, j'ai eu un peu peur, j'avoue, et je me suis un peu fait un défi à moi-même en me disant mais ce temps-là, cette moyenne, ils appellent ça un peu une médiane de survie sans progression, moi j'aimerais qu'elle soit plus longue que ce qui est annoncé. C'est une moyenne, Bien sûr. Donc j'aimerais être soit dans la moyenne haute, voire très haute, voire la dépasser. Et donc je me suis un peu lancé ce défi-là, et je me suis dit que donc il y a effectivement ce traitement conventionnel qui est indispensable. Mais il y a des choses à faire à côté pour l'optimiser. Et du coup, quand tu t'es intéressée à l'approche intégrative, là, est-ce que tu as vu des chiffres qui, justement, te faisaient espérer que ça puisse être plus optimiste ? J'ai vu des chiffres, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a marqué, c'était les témoignages. Les témoignages d'autres adhérents, notamment. Et là, en fait, j'avoue que c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est une lueur d'espoir. C'est le but, d'ailleurs, de toute association. Et en particulier des associations comme celle-ci. C'est d'insuffler de l'espoir aux malades et de leur donner de l'énergie de... J'aime pas forcément le terme de se battre, mais l'énergie de surmonter tout ce qu'ils ont à surmonter et de mettre en place des réformes d'hygiène de vie, tout un tas de choses à côté, qu'ils en aient l'envie et l'énergie surtout. Et parce qu'ils savent que derrière, il y a un bénéfice en fait. Et alors donc, tu as commencé par quoi concrètement? Donc tu as mis le pied dans l'association et par quoi tu as commencé? Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Qu'est-ce qui toi t'a parlé le plus au début, peut-être? Eh bien en fait, j'ai un petit peu fait tout en même temps. Après ça dépend des personnes. Il y en a qui vont petit à petit. Moi j'ai mis un peu le nez dedans complètement. Donc j'ai commencé par revoir profondément mon mode d'alimentation pour me rapprocher d'une alimentation un petit peu de type régime méditerranéen. Ce qui est préconisé, c'est ça, c'était préconisé. Oui, avec quand même quelques variantes spécifiques à cette pathologie. Disons qu'on réduit quand même un petit peu, même beaucoup, les apports de sucre, de mauvais gras, les produits transformés, les additifs, etc. Bon, après, c'est un mode alimentaire qui est bon, je dirais, pour tout le monde, pour quiconque souhaite garder ou retrouver la santé. Mais il y a quand même des petites particularités, je pense, au niveau du cancer. Donc il y a le fait de manger et il y a le fait aussi de ne pas manger, et en tout cas de ne pas manger tout le temps. Donc moi j'ai mis en place ce qu'on appelle le jeûne intermittent, où je mange sur une période de 8 heures par jour.
Et pendant 16 heures, alors je bois, hein, mais je ne mange pas. Et vraiment, j'ai vu une énorme différence quand j'ai commencé le jeûne intermittent en termes d'énergie. Mais vraiment, il y a eu un avant et un après, avec un surplus d'énergie. Ça va changer ma vie. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Donc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, en effet, on pense qu'on peut être fatigué quand on ne mange pas. Toi, tu as choisi de sauter le repas du matin ou du soir ? Plutôt le matin. Je trouve que socialement, c'est plus facile. Voilà. Puis, en fait, ça passe tout seul, je ne m'en rends pas vraiment compte. Donc, moi, ça me convient très bien comme ça. Et voilà, même en l'absence de maladie, je poursuivrai cette façon de faire. Je trouve que c'est vraiment... Maintenant, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse manger tout le temps, en fait, matin, midi et soir, enfin 3-4 fois par jour. Effectivement, pour moi, c'est pas logique, on ne laisse pas reposer son corps et son système digestif. Et est-ce que tu as, à l'inverse, l'impression parfois de quand même de devoir te priver de beaucoup de choses qui te plaisaient avant, peut-être, ou des choses qui te manquent ? Oui, forcément, j'ai l'impression de me priver de beaucoup de choses, mais c'était des choses qui n'étaient pas bonnes de toute façon. Donc, voilà, je considère que j'ai plus le choix, j'ai pas le choix. Enfin, voilà, si je veux retrouver... si je veux garder de l'énergie, si je veux que mes traitements continuent d'être efficaces, pour moi, c'est une privation, mais ça va, je le vis plutôt bien, en fait, parce que j'arrive quand même... Enfin, on peut quand même se faire plaisir en cuisinant des choses bonnes. Alors certes, il y a des choses qui manquent, j'avoue, une certaine... plus des sucreries, on va dire. Ouais. Quand le commerce où c'est le plus compliqué, c'est la boulangerie. J'avoue que là, il vaut mieux pas rentrer dans une boulangerie. Petite question, comment fais-tu ? Quelle est ta stratégie quand tu es invité, par exemple, à l'extérieur ? Eh bien, en général, ce que je fais, on va prendre le cas où je suis invitée le week-end. Toute la semaine, je suis mon mode alimentaire habituel. Et puis, je m'octroie le week-end, enfin le jour où je suis invitée, un repas normal ou quasi normal. C'est pas non plus... des excès, mais je mange, on va dire, comme tout le monde, justement pour garder ce lien social. Pour moi, c'est important de pas trop se mettre à l'écart. Et alors, par exemple, des petites adaptations. Si quelqu'un mange un gâteau, moi je mangerais peut-être un fruit, par exemple. Voilà. Mais le reste du repas, il sera identique aux autres. Donc finalement, c'est pas si bouleversant que ça. Ouais, donc tu arrives à bien le vivre. Et puis de toute façon, on dit bien que... Enfin, on sait, on dit bien, c'est connu, c'est prouvé même que c'est important de garder une vie sociale riche. Donc il faudrait pas se couper, en effet, des relations sociales parce qu'on a un régime, entre guillemets, différent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le soutien des autres... ça fait partie, c'est un indispensable également. Et puis ne pas se retrouver seul face à ces épreuves. C'est ça. Moi, je le vis comme étant quelque chose d'indispensable. Et j'ai même accru mes activités associatives, de bénévolat. Je ressens le besoin d'aller vers les autres. Plus qu'avant Plus qu'avant, oui. Je ressens effectivement le besoin d'aller vers les autres et de faire ce type d'activité. Et j'ai plus de temps libre à y consacrer. Donc, ça fait partie de ma vie. C'est un incontournable aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne travailles plus, c'est ce que tu me disais ? Oui, c'est ça. Pourquoi tu as choisi d'arrêter le travail, d'ailleurs ? Ça, c'est tout simplement parce que je ne m'en sens plus capable, en tout cas au niveau du travail que je pouvais faire avant, je ne suis plus en capacité dû aux effets secondaires de mes traitements. Je fais une courte pause pour vous dire que si ce podcast libre et artisanal vous touche, vous inspire ou vous fait du bien, pensez à le partager, à vous abonner ou à semer quelques étoiles sur votre plateforme préférée. C'est grâce à vos petits gestes que l'écho des papillons peut continuer de voyager plus loin. Donc je reviens sur... ce que tu as commencé à faire en premier, donc changer ton mode d'alimentation. Il y a plein d'autres choses que tu as mises en place. Donc, quelles sont les autres choses ? Alors, au début, j'ai beaucoup mis le focus, après aussi, mais au début, sur l'activité physique. J'en ressentais le besoin, vraiment, de
peut-être un trop-plein d'énergie exprimé, je ne sais pas. Mais j'ai été suivie pendant 1 an par un ERC, un espace ressources cancer, celui qui était le plus proche de ma ville. À Lille, Moi, c'était l'espace ressources cancer de Lens, dans le Pas-de-Calais. Donc, pendant 1 an, on nous propose toutes sortes d'activités, que ce soit la socio-esthétique, des activités physiques, des activités de bien-être, de l'éducation à la santé, etc. Donc j'ai bénéficié de tout ce qu'ils proposaient pendant 1 an, et notamment les activités sportives. Donc on se retrouvait dans un parc en extérieur, plusieurs fois par semaine, soit pour faire une sorte de gymnastique ou des marches, enfin vraiment toutes sortes d'activités, et j'ai beaucoup apprécié. En général, j'y allais 2 fois par semaine. Et ça, c'est gratuit? Oui, c'est pris en charge. Et qui te l'a proposé? Qui t'a fait savoir que ça existait? En fait, j'ai vu une affiche chez ma gynécologue. J'ai vu une affiche pour l'espace ressources cancer avec un planning d'activités, et je les ai contactés par moi-même. D'accord. Parce que à l'hôpital où tu étais suivie, personne t'en avait parlé. Je n'ai pas forcément le souvenir qu'on m'en ait parlé durant les consultations, mais après mon hôpital est à plus de 30 minutes de chez moi, donc me déplacer juste pour faire des séances de... Ils ont un coach sportif, me déplacer juste pour faire des séances de sport, c'est pas forcément... ça ne vaut pas forcément le coup, donc autant le faire à côté de chez moi. En fait. Bien sûr, bien sûr. Et avant, tu faisais de l'activité physique avant ton cancer, ou est-ce que c'est vraiment été un nouveau départ aussi à ce niveau-là? J'en faisais, mais pas autant que maintenant. Par exemple, un peu d'aquabiking, des choses comme ça. Et depuis, effectivement, c'est aussi un autre de mes incontournables, c'est l'activité physique. Ce qui me permet de ne pas avoir de douleurs au quotidien, de raideurs, de douleurs musculaires et articulaires qui peuvent être provoquées par les traitements. Au départ, ça pouvait me paraître un peu étonnant que l'activité physique puisse aider à lutter contre la fatigue, mais maintenant, ça me paraît évident que oui, ça m'aide à lutter contre la fatigue. Tu le ressens vraiment? Oui, vraiment. Et maintenant, j'ai besoin de au moins un minimum 5-6 heures d'activité physique par semaine, c'est un minimum. Et c'est devenu un réel besoin. Bien sûr, en fait, quand je fais mes activités physiques, je suis comme tout le monde, voilà, je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc et je ne pense plus à rien, en fait. Tous les soucis s'envolent, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu me disais hors interview, oui, que tu étais une adepte du Qigong. Qigong, mais un Qigong particulier. Effectivement, c'est un Qigong très particulier qui est réservé, qui a été conçu pour les personnes atteintes de cancer. Ça fait partie de ma pratique quotidienne dorénavant. J'ai suivi une formation même certifiante pour pouvoir apprendre et même enseigner cette méthode. Cette méthode s'appelle le Guolin Qigong, du nom d'une chinoise, Madame Guolin, qui dans les années 70-80, elle était atteinte elle-même d'un grave cancer, un cancer de l'utérus. La médecine conventionnelle ne pouvait plus rien faire pour elle. Et elle s'est retirée plusieurs années dans des montagnes, en fait, où elle a été voir des prêtres taoïstes, des sages chinois, on va dire, où elle a pratiqué de manière très, très intensive une sorte de Qigong qui est basée sur la respiration. Parce que habituellement, c'est pas basé sur la respiration? En fait, si, mais là, c'est basé sur une suroxygénation. Une hyperoxygénation. En ça, il est différent des Qigong traditionnels. Et donc, Madame Guolin, elle a pratiqué, mais jusqu'à 6, 7, 8 heures par jour, différents exercices. Et quelques années plus tard, elle est revenue en ville, et en fait, elle était en rémission. Ah oui, quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Ouais. Alors qu'on lui avait annoncé qu'elle il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Les médecins, ces médecins étaient médusés déjà de la voir en vie.
Et ils ont fait des examens, ils ont pu que constater qu'elle était en rémission. Et donc Madame Guoline est restée en rémission pendant à peu près 20 ans. Et pendant 20 ans, elle a rassemblé ses exercices, elle a conçu sa méthode. Donc le Guolin Qigong, on appelle ça le nouveau Qigong de Guolin. Et qu'elle s'est mise à enseigner dans les parcs de Pékin. Et après, au bout de 20 ans, en fait, elle est décédée, mais de toute autre chose. Je pense qu'elle en faisait sans doute un peu trop. Son Qigong a pris beaucoup d'ampleur. Ah oui. Ça n'a pas été évident. Au départ, elle était un petit peu chassée des parcs, c'était pas très bien vu. Et puis finalement, au bout d'un certain nombre d'années, ça a fini par être accepté. Aujourd'hui, des millions de gens en Chine pratiquent le Guolin Qigong. Et en France ? En France, ça reste encore un petit peu réservé. Voilà, c'est pas encore extrêmement connu. Ça commence à l'être. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau national avec une association qui s'appelle le Réseau Guolin France, qui référence les enseignants. Et en fait, c'est vu comme un accompagnement au traitement du cancer. Voilà, en tout cas, moi, quand je suivis ma formation, et moi, dans ce que j'enseigne, parce que maintenant, j'ai aussi des élèves. D'accord. Donc j'ai la joie d'accompagner aussi des personnes aussi qui en sont atteintes de cancer, qui souhaitent, grâce au Qigong, améliorer leur qualité de vie, voire même, pourquoi pas, améliorer l'efficacité de leur traitement, ou en tout cas, améliorer leur qualité de vie grâce au Qigong. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est beaucoup, effectivement. Et c'est un Qigong, alors ce que j'ai pas dit, c'est basé sur la suroxygénation, mais c'est essentiellement sous forme de marche. Ah donc, oui. On en revient un petit peu à l'activité physique. Ouais. Alors évidemment, la pratique, on l'adapte à l'état de la personne. Si une personne est très faible, on a eu de nombreuses chimiothérapies, elle va faire des marches plutôt courtes, plutôt à un rythme lent. L'idéal étant quand même que plus le cancer est agressif, plus il faut marcher vite et plus il faut s'hyperoxygéner. C'est une hyperoxygénation qui peut atteindre 12 à 20 fois la normale. Oui, donc tu pratiques ça tous les jours. Combien de temps par jour ? En général, le minimum, c'est 1 heure par jour. Alors c'est une pratique qui est du coup assez chronophage, hein. Mais il faut se donner le temps. Le Qigong, c'est une pratique aussi qui a un aspect méditatif, qui invite à se poser, à se recentrer sur soi. Donc il faut se donner le temps. En plus de tout ce que je fais, je consacre environ à peu près 1 heure par jour. L'idéal serait encore plus. Mais voilà, après il y a la vie de tous les jours, la famille, etc. J'essaie d'y consacrer au moins 1 heure par jour avec des marches, des exercices en statique de type exercice de relaxation, des exercices basés sur le son, des exercices sonores aussi. C'est un panel, des automassages aussi. Enfin, donc il y a tout un panel d'exercices qui est adapté vraiment en fonction de l'état de la personne, de son besoin. Est-ce que il y a des massages plutôt pour bien dormir. Donc tout dépend aussi des effets secondaires. Il y a des exercices qui sont plutôt réputés pour faire remonter les globules blancs et les globules rouges. Donc vraiment tout ça dépend du contexte. Donc là, je peux l'adapter à moi-même. C'est l'avantage. Oui, comme tu as fait cette formation. Oui, c'est ça. Ça, c'est super. Mais alors, du coup, tu fais au moins 1 heure par jour, auquel tu ajoutes tes activités physiques dites classiques en plus ? Oui, tout à fait. En effet, donc c'est un sacré programme. Donc... c'est pas facile, quoi, mine de rien, c'est vrai. Mais on est d'accord que si on veut donner toutes les chances, en fait, c'est un vrai travail à temps plein. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, c'est un job à temps complet en tout cas dans ce contexte-là, avec cette pathologie-là, de s'occuper de soi. Entre, ne serait-ce que pour l'alimentation, il faut aller faire les courses et acheter, si possible, de bons produits. Ensuite, il faut les cuisiner. Si possible, non plus pas de n'importe quelle façon. Il faut manger et se donner le temps de manger correctement. Donc déjà, rien que ça prend du temps. L'activité physique. Après, j'essaie aussi de faire un petit peu de méditation. Enfin, tout ça, bout à bout, plus la vie, comme tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, ça prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. C'est ça. Et c'est peut-être un temps que tu n'avais pas suffisamment pris avant,
Parce qu'on on se dit qu'on s'occupe jamais assez de soi, et peut-être qu'avant le cancer... Non seulement, oui, il y avait le temps, le facteur temps, je prenais pas le temps. Et puis, il y avait une forte méconnaissance aussi, des fondamentaux de la santé. Qu'est-ce qu'être en bonne santé ? Est-ce que la bonne santé signifie l'absence de maladie ? Pour beaucoup, c'est ça. Mais en fait, en y réfléchissant, mais non, c'est bien plus que ça. Mais ça, on ne nous l'enseigne pas. Et ça, j'ai pu le découvrir depuis 3 ans, enfin bientôt même 4 ans maintenant. Donc il y a le facteur temps et le facteur de méconnaissance. Et j'aimerais tellement que ça change sur ce point, qu'il y ait une éducation des jeunes, et même des moins jeunes d'ailleurs, à la santé. Qu'est-ce que la vraie santé ? Donc là, puisqu'on parlait de pratiques psychocorporelles, je vais enchaîner sur plutôt la partie psychologique peut-être, ou émotionnelle. Est-ce que ça, c'est aussi un axe de travail que tu as exploré ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on doit absolument travailler en tant que malade. Enfin, on peut pas occulter l'aspect émotion et émotionnel. C'est indissociable. Dans mon cas, il y a eu plusieurs phases, je dirais. Déjà, il y a l'apport des pratiques, notamment du Qigong, au niveau émotionnel. Forcément, ça aide à rester dans l'instant présent. En parlant d'instant présent, j'ai beaucoup apprécié aussi les lectures et les écrits de Eckhart Tolle. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, Eckhart Tolle, qui donc a écrit ce livre très connu, Le pouvoir de l'instant présent. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé. Parce que quand on est dans l'instant présent, on n'a pas l'esprit qui est tout le temps dans le passé et dans l'avenir, et on est moins dans la peur et dans le regret, etc. On est dans le maintenant. Il n'y a pas mieux comme instant que maintenant. Donc ça m'a beaucoup inspiré, et je trouve que ça aide à calmer les émotions. Voilà, le Qigong. Après, j'ai été accompagnée par quelques psychologues. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que voir un psychologue n'allait pas assez en profondeur au niveau émotionnel me concernant, et j'ai eu besoin de voir un autre thérapeute qui a une approche un peu différente, qui se rapproche plus, là, pour le coup, un peu de la psychothérapie, et d'aller creuser plus les aspects notamment de l'enfance. Les traumatismes de l'enfance. Voilà, c'est ça. Et quand il y a une maladie, ça me paraît indispensable d'aller creuser ce sujet. Et cette thérapie, elle est basée notamment sur l'enfant intérieur et les traumas qui sont vécus par l'enfant. Mon thérapeute s'inspire beaucoup aussi des livres de Alice Miller, qui a beaucoup évoqué la souffrance de l'enfant. Et là, il s'agit de repérer ces souffrances qu'on a vécues, de les accepter, et de ne pas être dans le déni par rapport à ça. Et je trouve que c'est un travail intéressant, passionnant. Et j'ai même eu l'occasion de participer à une thérapie de groupe. Donc j'ai ma thérapie individuelle, et j'ai participé à une thérapie de groupe qui a les mêmes fondamentaux, qui est basée sur la même chose. Et là, qui décuple les effets de la thérapie. C'est assez décoiffant, je dirais, mais on en ressort transformé. C'est fatigant, mais le fait qu'on soit en groupe, le vécu des autres fait forcément, quand ils parlent d'eux, forcément il fait écho à un moment donné ou à un autre à votre vécu, à vous. Et on peut avoir des réactions assez impressionnantes. Rien qu'à entendre le discours d'une autre personne. Et on s'y attend pas forcément. Et à la fois à ce qu'on va entendre et à la fois à nos propres réactions. Et ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les choses. Des fois, ça nous retourne le bide. Mais je pense que ça fait son effet. Donc tu as senti après cette thérapie de groupe un changement en toi intérieur, quelque chose qui a bougé
Oui, une sorte d'apaisement. Et puis un regard nouveau sur mon vécu, sur certaines choses. Une prise de recul sur certaines situations. Ou alors des vécus qui sont moins traumatisants ou moins prégnants sur mon présent. Et reconnaître les souffrances passées, c'est vraiment une étape importante et cruciale et qui permet, oui, je trouve, d'être beaucoup plus serein dans le présent. Alors il reste un aspect quand même important en oncologie intégrative, c'est l'utilisation de compléments alimentaires naturels. Toi, tu en prends aussi tous les jours? Si oui, quel type de complément alimentaire et à quoi ça te sert? Alors oui, j'en prends comme beaucoup de patients. C'est sachant que c'est supervisé par un de mes médecins, médecin généraliste. Je prends, on va dire, pour faire court, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Voilà, et tout ça, c'est pour soutenir mon corps, quoi, qui endure des choses difficiles avec les traitements. Pareil, j'en vois que des bénéfices, en fait. Notamment le fait que j'ai très peu d'effets secondaires. J'en ai, certes, mais j'en ai quand même beaucoup moins que la moyenne. Donc, alors, qu'est-ce qui, dans tout ce que je fais, puisque je fais énormément de choses, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. C'est un tout, pour moi c'est ça l'oncologie intégrative. C'est différents piliers et je ne me vois pas enlever quelque chose. Et donc ces produits naturels, ils peuvent aider le foie par exemple à détoxifier. Enfin, en général, ce que je le prends pour une raison bien spécifique et les produits que je prends sont basés sur des études scientifiques. Je fais pas n'importe quoi, et en plus c'est supervisé par un médecin. Par exemple, il y a ce qui est reconnu en termes en oncologie, c'est la mycothérapie. Donc les champignons. Les champignons. Donc champignons médicinaux. Les champignons médicinaux. Oui, parce qu'il y a plein d'autres champignons qui sont... C'est ça. Donc certains sont quand même particulièrement intéressants, même pour soutenir les globules blancs, etc. Donc il y a vraiment une utilité, et les oncologues, notamment les oncologues intégratifs, en parlent de plus en plus. Donc effectivement, je prends aussi des champignons médicinaux. Du coup, tu as mis tout ça en place, donc tu t'es rendue actrice finalement de ta santé. Tu as suivi aussi tous les traitements de ton oncologue et alors qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, pour en revenir à ce fameux premier traitement dont je m'étais renseignée par rapport à la médiane, effectivement, j'ai réussi à dépasser cette médiane. Le traitement, cette première ligne de traitement a fonctionné plus de 3 ans. Voilà, donc j'ai réussi à allonger la durée de fonctionnement de ce traitement, et ceux-ci sans trop d'effets secondaires. Donc ensuite, on est quand même passé à une autre classe de médicaments. Voilà, en fait, c'est une maladie qui est compliquée parce qu'elle mute, elle contourne, etc. Il y a un phénomène de résistance au traitement qui se crée, et c'est pour ça que le cancer, on n'arrive pas à le guérir aujourd'hui, c'est à cause de ces résistances au traitement. Donc là, ce premier traitement a fini par fonctionner moins bien, et on est passé à une autre thérapie ciblée que j'ai depuis cet été, et ça se passe toujours correctement. Et cette thérapie fonctionne aussi toujours. Donc là, tu as d'ailleurs eu récemment de nouveaux résultats, donc contrôle. Tu as fait un examen récemment. Oui, c'est ça, récemment, qui révélait une stabilité de la maladie. Donc l'oncologue était plutôt satisfaite, et moi également, puisque ça veut dire que le traitement fonctionne toujours et qu'on peut poursuivre encore jusqu'au prochain contrôle ce même traitement. Qu'est-ce qu'a dit ton oncologue d'ailleurs par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place? Est-ce que tu lui en as parlé d'ailleurs? Alors elle sait, je ne lui cache pas, elle sait que je pratique l'oncologie intégrative, que je fais des choses à côté. Elle n'en connaît pas forcément le détail,
Après, si elle me le demande, évidemment, je lui donnerai. Mais à chaque fois, elle est surprise, en fait. Ouais. Voilà, elle est surprise des ressources que je peux avoir, des réponses que je peux lui faire. Enfin voilà, en gros, elle me dit que je suis pleine de ressources. Et j'arrive toujours plus ou moins à adapter, par exemple, mes effets secondaires. En général, j'essaie aussi de m'adapter à ce niveau-là. S'il y en a un qui apparaît, je mets quelque chose en place pour essayer de contrer l'effet secondaire. Et elle sait, elle me connaît. En presque 4 ans, on a développé une relation. Je trouve que c'est très important d'ailleurs d'avoir une relation privilégiée avec son oncologue. L'idéal est de ne pas en changer trop souvent. Enfin moi, ça va, ça fait 4 ans que c'est la même personne, donc c'est très bien. Et donc on a tissé une relation de confiance. Moi, j'ai confiance en ce qu'elle me propose, et elle a confiance en moi et en ce que je fais. Et je trouve que ça, c'est assez inestimable, une relation comme ça. C'est précieux. Et en général, elle me dit que je suis pleine de ressources. Voilà, donc c'est une relation vraiment, vraiment intéressante. Ah, c'est chouette. Ouais. Si tu devais refaire les choses, est-ce que tu les ferais de la même manière ? Il y a quand même un point que je referais différemment, c'est-à-dire que l'aspect émotionnel et l'aspect thérapie, je m'en occuperai plus rapidement. Pas forcément là au bout de 3 ans et demi. Ah, parce que ça, tu l'as mis en place. Ça, c'était un processus graduel. Oui. Mais je m'en serais occupée tout de suite fort. Voilà. Vraiment, j'aurais insisté sur cet aspect-là plus rapidement si c'était à refaire. Après, non, c'est ça, c'est mon vécu, c'est comme ça. Par contre, il y a quand même des points d'amélioration, c'est ça que je vois même encore maintenant. En termes d'alimentation, il y a encore des choses à parfaire. Après, c'est surtout ça. Le Qigong, si je pouvais en faire encore plus, j'en ferais encore plus. Mais bon, ça voudrait dire réduire le temps de bénévolat. Après, c'est une histoire de choix. Ah ouais, c'est ça. Et puis le bénévolat, comme tu disais tout à l'heure, c'est important. Aussi, voilà, les relations sociales, etc. Donc en effet, on ne peut pas rester reclus chez soi, et c'est bien de s'occuper de soi, mais il faut sortir aussi. Voilà, c'est tout un équilibre à avoir. Ouais. Alors pour finir, Laurie, si tu avais un conseil à donner aux autres personnes atteintes d'un cancer, quel serait-il ? Ce serait, si possible, chacun fait ce qu'il peut, c'est lors de l'annonce, je pense surtout à des annonces comme moi j'ai pu avoir de récidive, où là c'est quand même encore plus angoissant, c'est ne pas se laisser paralyser par la peur. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont peur et qui ont peur de tout et qui n'osent pas. Et pour le peu que par exemple leur oncologue soit pas forcément ouvert à des pratiques d'oncologie intégrative, ils ne font rien. Et je trouve ça dommage. Donc déjà éviter de se laisser paralyser par la peur, mettre en place des choses, quitte à aller voir différents professionnels pour avoir plusieurs avis. Oui, même différents, un autre oncologue, pourquoi pas aussi d'ailleurs. Pourquoi pas, oui, on a le droit. On est en droit de le demander. Et aussi faire confiance en ses propres ressources et en son corps. Parce que le corps, quand on lui donne de bonnes conditions, en général, il nous le rend bien. Voilà. Même si, dans ce contexte-là, on peut se satisfaire d'une stabilité. Voilà, on n'est pas forcément en rémission, mais on peut vivre des années et des années comme ça, avec une qualité de vie correcte, mais à condition que le corps, on lui donne tout ce dont il a besoin. Et donc, pour moi, il faut retrouver confiance en ses capacités, en les capacités de son corps. Et l'écouter. Effectivement, pour moi, ce serait ça. Et un conseil, ce serait de s'entourer d'une bonne équipe de thérapeutes, de oncologues, aux psychologues, aux naturopathes, etc. L'ostéopathe, etc. Tout ce qu'on peut trouver, aux praticiens de médecine chinoise. Mais s'entourer si possible, des meilleurs qui sont près de chez nous. Je trouve que c'est un soutien énorme. Et puis en plus, il y a une relation de confiance qui s'installe. Donc pour moi, ce serait ça. Mon conseil, c'est de s'entourer de bons professionnels et de bons thérapeutes. Ça fait plein de conseils. Oui, merci. Merci Auriel, et à demain pour le colloque. Oui, à demain pour le colloque, bien sûr. Vous venez d'écouter le témoignage de Laurie et j'espère qu'il vous aura, comme moi, inspiré et donné de l'élan.
Ce que Laurie nous montre, c'est qu'il est possible de reprendre une forme de pouvoir, d'agir, même au cœur de l'incertitude. En devenant actrice de sa santé, en s'informant, en expérimentant, en s'entourant de professionnels choisis et de pratiques qui résonnent, elle compose une voix singulière, lucide et engagée. Et non, cela ne l'isole pas. Bien au contraire, elle cultive les liens, s'investit dans le bénévolat, continue à vivre pleinement avec ses enfants, ses engagements et sa douceur déterminée. Alors si vous-même ou l'un de vos proches traversez une épreuve, que ce soit la maladie ou un autre bouleversement, j'espère que ces mots auront semé quelque chose en vous. Une piste, une étincelle, un début de confiance. Merci du fond du cœur à Laurie. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Le souffle de ce podcast existe grâce à vous. Alors, si vous avez envie de faire voyager encore un peu plus loin l'écho des papillons, voici comment vous pouvez l'aider à déployer ses ailes. Soit en parlant autour de vous, en partageant un épisode ou en semant quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi soutenir ce projet indépendant, artisanal, encore jeune mais porté avec force et conviction via ma cagnotte participative ou en découvrant mes photographies de voyage sur lesdezelleduriel.com. Enfin, pour suivre mes aventures nomades et créatives, rendez-vous sur La Volubile ou abonnez-vous à ma newsletter. À dans un mois pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer.